Bonjour et bienvenue sur Axiom, le podcast dédié au co-design fondé sur MG Taylor. Je m'appelle Pauline Jagère, je suis plongée dans l'univers du co-design depuis près de 10 ans et ma passion pour cette discipline a commencé avec cette méthodologie. Une approche qui reste ma favorite aujourd'hui en raison de sa vision systémique. À travers ce podcast, j'avais envie de partager avec vous ce qui me fascine tant dans cette méthode, au travers de témoignages de mes pairs, de clients avec lesquels j'ai eu le privilège de collaborer. Rejoignez-moi pour explorer, apprendre et pourquoi pas co-créer. Préparez-vous à être inspiré, l'épisode commence maintenant. Dans cet épisode, vous retrouverez la suite du décryptage de la méthodologie MG Taylor avec Greg Sirikoff. On construit nos relations, dont on construit nos vies, dont on interagit avec cette planète. Voilà, c'est très universaliste comme tentative. Et c'est pour ça que aussi je suis très attiré. Ça me fait une super transition. C'est tout ce qu'on retrouve dans la partie 3, donc qui est la partie 1 en fait de pattern, où là, absolument tout est détaillé. Quand on doit designer une session collaborative, le moindre détail compte, hein, c'est un peu ce qui est dit. Et moi, j'étais assez bluffée de voir les observations qui ont été faites, les retours d'expérience et comment c'est devenu donc un pattern et comment il est traité, etc. Enfin, et là, c'est que de l'humain, que de l'humain, que de l'humain, que de l'humain en permanence en fait. Et c'est vrai que ça nous aide aussi à comprendre comment on doit faire pour bien interagir ensemble, pour qu'un groupe interagisse bien aussi ensemble, etc. Et souvent, moi, ce que j'ai eu en termes de retour quand, par exemple, j'ai binômé avec des facilitateurs dans des labs, puisque aussi chez Co-Design It, c'est une de nos valeurs, c'est de transmettre. Hein. Donc, on a transmis, etc. Et souvent, ou pendant les formations, on a des facilitateurs, des designers en devenir qui nous disent oui, mais on n'a pas toujours les bonnes conditions, il n'y a pas toujours le budget, il n'y a pas toujours, etc. Donc, c'est quoi le MVP, donc sous-entendu minimum viable, produit du bon facilitateur ou du bon designer? Le volume pattern du Collaboration Code, il est étonnant, ce volume, parce qu'il est écrit très très différemment des autres. autres. C'est pas du tout des fiches techniques. Et quand je le lis, ça me fait l'effet suivant. Comme si j'étais sur une terrasse de café ou au coin du feu, avec d'autres personnes, à nous rappeler un moment fort. Et qu'on se raconte plein de petites histoires. Qu'on se raconte comment ça s'est passé dans les détails et ce qu'il y avait derrière dans les coulisses. Et qu'on se demande aussi parfois des explications. Mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Et qu'on se livre sur les ressorts, sur les déterminants de ce qu'il y a derrière tout ça. Donc ça peut être des gens avec qui t'as bossé dans l'équipe, ça peut être des gens pour lesquels t'as travaillé. Mais je peux imaginer que aussi des participants à une session se retrouvent pour un cocktail après un workshop collaboratif un peu intense et aussi se racontent des histoires comme ça. Et ben ce bouquin, ce volume, c'est toutes ces petites histoires de tout ce qui se passe entre les lignes, derrière, ce à quoi il faut faire attention, ce pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui nous a amené à réfléchir comme ça? Et c'est une compilation de non seulement de réflexion de la part de Matt et de Gaël et de Rob, mais aussi de dizaines et de centaines de gens avec qui ils ont travaillé et qu'ils ont écouté, parce que s'ils savaient bien faire quelque chose, c'est d'écouter les gens, et de coucher ça sur papier pour nous faciliter la tâche, pour nous accélérer, pour éviter qu'on fasse des erreurs. Et ça se lit comme une histoire. Autant les autres, c'est un peu comme des fiches, autant là, ça se lit vraiment comme une histoire. Et c'est plein de vies, plein d'épisodes totalement improbables, même de soirées en boîte de nuit après une session où quelqu'un se comporte mal et comment tu fais pour gérer ça, mais aussi dans le détail. Tu disais, voilà, everything speaks. Il n'y a pas de détail où tout est dans les détails et d'aller au fond, vraiment d'aller au fond des choses. Et j'adore ça, et du coup, j'ai oublié ta question, bien sûr. Et ma question, c'est, est-ce qu'il y a un MVP du designer ou du facilitateur? Parce que c'est vrai que à l'époque, quand Matt et Gail organisaient des workshops, les dispositifs étaient colossaux.
En plus, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, donc il y avait une personne pour retranscrire les conversations dans les groupes, une personne à la photo ou plusieurs, des gens qui étaient là. Enfin, c'était vraiment bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi, on le constate sur le marché, il y a moins de moyens qu'avant, et donc souvent, on n'a pas tout. Et donc, on nous demande souvent en formation, oui, mais il n'y a pas toutes ces conditions. Et donc, est-ce que vous auriez un minimum viable du facilitateur ou du designer à nous donner, qui est un peu comme un couteau suisse, tu vois? Mais un couteau suisse, il manque toujours un truc quand tu veux l'utiliser. Donc, c'est pour ça aussi que je te pose cette question. Moi, j'aimerais savoir comment tu réagis quand tu entends ce genre D'accord. de questions. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Petit détour avant de répondre. Ouais, oui, un autre. Tu dis quelque chose de vraiment important. Tu dis il y a moins de moyens qu'avant. Ouais. En fait, c'est pas vrai. Hein. Il y a des tas de praticiens qui peuvent aujourd'hui continuer à exercer dans des très 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 bonnes conditions. On a fait un choix qui était pas être politique. Oui. Au sens de pas être dans l'influence, de pas être l'ombre damnée de dirigeants. Et forcément, ce choix-là, il allait avec le fait de descendre vraiment dans l'opérationnel. Et donc, quand tu descends vraiment dans l'opérationnel, il y a effectivement souvent moins de budget et des difficultés parce que tu es un peu plus loin de là où ça s'arbitre. Ouais. Okay. Mais ça parle de nous. Ouais. Alors, le MVP du facilitateur, on va gentiment appeler ça un Playmobil. Ouais. C'est-à-dire que, oui, c'est tout à fait possible de faire un Playmobil du facilitateur. Hein. Tu lui mets un panneau blanc, des marqueurs, tu lui mets des post-it, évidemment, hein. Une copie du collaboration code sur la petite table en plastique. Et voilà, tu as une espèce de caricature du truc. Ouais. Ça peut être qu'une caricature, un MVP. Là, on a quand même partagé sur le fait que il s'agissait pas d'avoir les 10 règles de pratique ou les 10 outils dans ta boîte ou les 10 objets usuels du design. On est très très loin de ça, quoi. On est dans recabler la façon dont on aborde les choses et les personnes avec un ensemble d'exigences qui sont un peu inatteignables, hein, quand même. Franchement, quand on dit il faut en toute chose il faut être systémique, c'est un peu inatteignable parce que des systèmes, c'est fait de sous-systèmes, tout est système. On est dans une galaxie système. Cette conversation avec ces différentes thématiques, ces questions, etc., font aussi système. Donc, on est dans un système de système permanent et on peut pas aller jusque-là tout le temps. C'est aliénant aussi. Et puis le fait de travailler, parce que ça c'est une exigence forte aussi dans la méthodologie, de travailler par itération, oui, jusqu'à un certain point, et puis de travailler, de tenir compte de la récursivité des choses pareilles, et jusqu'à un certain point, ou de paralléliser, on peut le faire, et donc tout ça, c'est des exigences, en fait, qui forment une discipline. Et c'est par là qu'il faut passer, quoi. C'est bien pour ça que Pattern, c'est le premier des 3 volumes. C'est parce que c'est par là qu'il faut passer. Tout le reste, ça se trouve franchement partout, hein. Ça se trouve sous le sabot d'un cheval, les outils, les modules, les canevas, machin, il y en a plein Internet, plein les bouquins, c'est pas très compliqué. Et une fois que tu es familiarisé avec ces exigences, ça devient très facile à inventer. Un module, un canevas, une séquence d'atelier, très très facile, ça devient naturel. C'est comme d'écrire de la musique en solfège. Ça paraît complètement délirant quand tu essayes la première fois, puis après ça devient une écriture complètement naturelle. Donc voilà, le MVP non. Bah non, tout simplement. Et c'est bien pour ça que on est chagrin de voir le métier dégradé de façon parfois violente par des personnes qui pensent avoir tout compris après une formation de 3 jours en design thinking, ou après avoir lu un bouquin, ou regardé quelqu'un d'autre pratiquer, et ne voir que la surface, de répliquer, de cloner des postures, des pratiques complètement à côté de la plaque dans un contexte différent, et que on va essayer, en tout cas chez Co-Designit, et on n'est pas les seuls, hein, parce que des compagnons en dehors de Co-Designit qui sont dans le même effort, hein, on va essayer de porter, voilà, tout bêtement, cette exigence qui te rend solide, qui te fragilise aussi beaucoup, et qui te ramène en permanence à l'humain. Et c'est ça qui fera tout dérailler à chaque fois, hein. Tu peux être blindé avec un protocole, un agenda, un conducteur, des outils, des templates, tout ce que tu veux, ta meilleure matos du monde. Voilà.
et tu rates l'empathie, tu passes à côté de l'émotion, De l'énergie. de l'énergie, tu passes à côté du non-dit et tu foires tout. Tu rates tout. Et ce que tu as fait, c'est que t'as détruit plutôt que t'as aidé à construire. Ouais. On a parlé pas mal de la méthode, dans le détail, de ce qu'elle amène, de quoi elle est constituée, etc. Maintenant, moi, j'avais plus envie de te poser une question. Dans quel contexte, sur quel sujet, par exemple, un dirigeant pourrait s'appuyer sur cette approche, sur cette méthode? Qu'est-ce que ça lui permettrait de faire? Tu vois, si je commence la phrase, si un dirigeant a et ben en s'appuyant sur MG Taylor, ça lui permettrait de tu vois? Alors, c'est valable pour les dirigeants des grands groupes, des entreprises, aussi bien que pour un chef de projet, un manager intermédiaire, qui vont toujours se retrouver à vaciller devant deux choses qui sont fondamentales. C'est la vie d'un décideur, c'est la vie d'un responsable. Comment je fais pour mobiliser, pour engager les personnes, parce que j'ai une super idée, j'ai un super projet, parce que on a une ambition, on a une stratégie, on a un plan directeur, voilà. Il faut mobiliser, engager les personnes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prendre les bonnes décisions. Ce sont des vertiges. Parce que tu peux déployer des efforts phénoménaux. Les gens n'y vont pas, ou ils y vont à reculons et tu le payes cher. Ou tout simplement sont totalement indifférents, ont aucune raison de se bouger pour quelque chose qu'ils comprennent à peine et juste parce que c'est toi qui le décrète. Et puis les démarches, les projets, c'est fait de grandes décisions. Et puis c'est fait de petites décisions à chaque minute. Et comment on s'assure que les décisions qu'on prend sont les moins mauvaises possibles? C'est ça les deux dimensions sur lesquelles le design collaboratif, la facilitation, fait vraiment une différence. C'est pas seulement pour se sentir moins seul, hein. C'est juste pour s'assurer qu'on arrive à un résultat qui n'est pas forcément le résultat qu'on cherchait à obtenir, parce que c'est vivant, tout ça, et que ce résultat, c'est pas seulement des chiffres et des faits, c'est de l'impact. C'est un apport positif, significatif, sur les conditions qui t'entourent. Comment est-ce que tu fais pour changer ces conditions? C'est ça, hein, bouger, faire, entreprendre, c'est changer les conditions. Voilà à quoi ça sert. Ouais. Ça prend plein de formes différentes. Ça peut être long, ça peut être court, ça peut être lent ou rapide, ça peut... Et t'as un exemple, justement, concret? Je vais en donner un récent. Je suis installé maintenant à Genève et j'ai eu la chance de travailler pour l'État de Genève, pour une personne pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'estime, qui s'appelle Katia, et qui dirige un département dans ce qu'on pourrait appeler le ministère du numérique de l'État. Et arrive le moment, dans le cycle de vie de cette organisation, comme tous les 5 ans, il faut rédiger le plan directeur, la stratégie de l'organisation. Et dans les conversations qu'on avait avec Katia, une chose m'a marqué, c'est que il y a 5 ans, elle avait bien tenté. Elle bénéficie d'une confiance dans son organisation. Elle est écoutée et respectée. Mais elle avait bien essayé d'engager des personnes dans l'élaboration de cette stratégie. Elle n'y était pas arrivée. Et donc elle s'est retrouvée à écrire quasiment toute seule cette stratégie, en se disant que c'était pas une bonne idée et en pondérant en permanence ce qui lui paraissait important, parce que qu'en pensent les autres. Voilà. Mais les autres sont pas là pour penser avec toi. Et donc on a mis en place une démarche avec Marie de Codesign. On a mis en place une démarche pour accompagner cette organisation, une démarche qui a duré 7 mois, pour élaborer ce plan stratégique. Où en fait le principal bénéfice, c'est que comme on a mis en jeu des dynamiques collaboratives qui étaient pertinentes pour cette situation, pour ces conditions, eh bien on a eu un engagement, une participation qui ont été extrêmement fortes de la part de personnes dans toutes les strates de l'organisation, au cours d'un certain nombre d'ateliers et de multiples séances
au sein d'un lab stratégique Ouais. éphémère qu'on a déployé donc Pour ça. voilà, pour ça dans leurs locaux à Genève, ce qui a permis tout au long du processus de mettre le doigt sur là où étaient vraiment les problèmes. Et en fait, très loin de la surface, quoi. De creuser ça pour arriver à vraiment qu'est-ce qu'il faut arbitrer. Et qu'est-ce qu'on est capable, nous, d'arbitrer entre nous. Et où est-ce qu'il faut aller chercher un arbitrage hiérarchique au-delà de... Ouais. Et donc de rendre extrêmement clair le problème à résoudre dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Et de pouvoir donc bénéficier d'arbitrage en temps réel au fil de l'eau pour pouvoir avancer. Et pas se retrouver à la fin avec un document que tu vas soumettre à validation et où tu vas te faire blackbouler et t'as perdu des mois. Voilà. Et voilà, donc ça c'est un exemple qui rassemble ces deux dimensions-là. Comment tu engages les gens, Et donc le design d'engagement, et comment tu prends les bonnes décisions, le design de décision. Ouais. Là, tout y est. Et ça a été un bonheur, quoi. Un vrai plaisir. J'espère avoir bien d'autres projets de ce type-là. Ouais. Ouais. Et avec des commanditaires, des sponsors de la même qualité. Tu parlais de démarche. Est-ce que tu peux dire qu'effectivement, MG Taylor, c'est aussi une bonne méthode, un bon moyen sur lequel un bon asset, je veux dire comme ça, sur lequel on peut s'appuyer pour, au-delà de designer un atelier collaboratif, de designer une démarche, voire même, et je te pose la question, elle est pas innocente, mais je sais que tu as développé d'autres approches méthodologiques, comme parcours, comme tu as parlé du lab éphémère, tu as aussi développé le fameux lab framework. Est-ce que tu t'es appuyé sur cette méthodologie? Est-ce qu'elle t'a permis, le fait que tu sois solide là-dessus, est-ce que c'est ça qui t'a permis du coup d'aller encore développer d'autres choses, d'imaginer des démarches, d'imaginer des approches? L'approche MG Taylor, la méthodologie MG Taylor, elle est ultra intégrative. C'est-à-dire, il y a des tas de choses. D'ailleurs, je pense que c'est la plupart des choses qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs que du cerveau de Matt Geiler. Et ça dès le début. Même le sacro-saint Scan Focus Act, c'est emprunté et sublimé. Donc c'est cette logique qui est que cette méthodologie, elle se construit elle-même par itération. Elle se construit en passant sur l'établi des dizaines et des centaines de fois au travers de multiples expériences dans le monde entier qui sont documentées, rapportées. Ce qui t'amène à renoncer parfois à des outils où tu dis finalement c'était pas si smart que ça, ou ces leviers sont pas assez puissants, on a trouvé d'autres choses qui sont beaucoup plus déterminantes. Donc ça c'est logique. Et moi je m'inscris dans cette tradition-là, tout simplement en essayant de contribuer, en apportant des choses. Et donc j'ai plaisir à savoir que Rome m'a demandé de contribuer à la prochaine édition il y a chaque année des casebooks. Des casebooks, ouais. Donc des études de cas en fait qui prolongent les 3 volumes d'origine du Collaboration Code, que donc parcourt cette approche là que j'ai mis au point avec d'autres dans le collectif, que ça serait donc que ça intégrerait le corpus. Donc ravi de ça. Ben ouais. Et donc oui. Sans ça, sans MG Taylor, j'aurais jamais pu arriver à ça. Tu parlais du Lab Framework, et moi je te parlais au début des 7 domaines. Le Lab Framework, c'est une adaptation des 7 domaines au monde des labs d'innovation interne. C'est vraiment une adaptation pour le rendre utilisable, actionnable facilement. Ouais. Dernière question pour clore cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée, et pourquoi? Donc, en posant cette question, tu sais très bien qu'elle est horrible. Oui, mais il fallait bien un petit jeu. Ouais. C'est peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui te ferait arrêter? Ouais. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Je peux être un peu hyperactif. Ouais. Et très curieux. Je pense que même si j'arrêtais pour faire complètement autre chose, ce que j'ai appris là, ça constituera les fondations de quoi que je puisse faire après. Ouais. C'est trop puissant. C'est trop puissant pour juste être laissé derrière. Ouais, oui. Alors c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai fait d'autres jobs avant où j'ai appris des choses super importantes qui continuent aujourd'hui à me nourrir, à me donner de la force. Cet esprit,
qui habitent cette communauté, cette pratique, cette exigence peut s'appliquer partout. Hein. C'est pas seulement pour organiser des séminaires collaboratifs ou d'accompagner l'élaboration d'une démarche stratégique ou d'innovation. Voilà. Donc déjà, c'est un champ très très large. Hein. Les transfos, les transitions, les réorgs, la conduite du changement. Enfin, c'est déjà. Dans le monde des entreprises, pour l'État, pour les associations, pour des fondations, petites, grandes, de toutes formes. On couvre quand même pas mal, mais c'est tellement valable aussi, et tu le sais encore mieux que moi, dans le domaine de la pédagogie. Oui. Comment est-ce qu'on réinvente l'apprentissage, et notamment l'apprentissage tout au long de la vie. On s'est encore peu penché, comme Gaëlle l'a fait. Gaëlle, elle vient de là, la pédagogie, elle vient de l'éducation. Nous, on s'est assez peu penché sur l'éducation dans l'enfance. Oui. Mais il y a des champs énormes aussi à explorer. Et puis, partant de là, je pense qu'on peut aller dans la mécanique. Hein. On peut aller et ça vient de là en plus. Les origines de la méthodologie, c'est un mix totalement improbable à une période de l'histoire, donc il y a maintenant à peu près 50 ans, où se sont rencontrés des gens qui refondaient, réinventaient les choses, que ce soit dans le domaine de la psychologie, dans le domaine du jeu, dans le domaine de la cybernétique, du management. Oui, c'est Palo Alto dans les années 70. C'est totalement transdisciplinaire. Et donc, voilà, si je devais arrêter, quoi que je fasse, en fait, j'arrêterais pas. Ouais. Je continuerai. Tu continuerais. Ok. Bon, merci Greg pour cette entretien. Merci Pauline. C'est cool. Ouais, c'était trop bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Ce podcast, vous le savez, je l'ai imaginé comme un espace de respiration et de réflexion autour du design collaboratif, un endroit où l'on peut prendre tout simplement le temps de comprendre comment on travaille ensemble, comment on décide et ce que cela transforme concrètement dans nos organisations. Si ce que vous avez entendu ici fait écho à vos propres questions, à vos expériences ou à vos enjeux, je vous propose de prolonger la conversation. Et pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Je serai très heureuse de prendre 30 minutes pour échanger avec vous. Peu importe le champ d'application du design collaboratif, ça peut être d'un point de vue métier, sur la formation, le coaching ou encore une situation que vous traversez. Pour moi, ces échanges nourrissent très profondément mon travail et ma réflexion et sont souvent le point de départ de nouvelles explorations. Donc je vous attends. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.